Ma femme a annoncé qu'elle en avait assez de me prendre en charge, puis a ricané, peut-être que maintenant, tu apprendras ce qui arrive quand on perd la personne qui paie pour ta vie. Sa famille a même trinqué en son honneur. Je les ai laissés finir, puis j'ai demandé pourquoi elle percevait un loyer depuis 8 mois pour une propriété qui ne lui appartenait pas. Son sourire s'est effacé, et elle a murmuré, « Comment as-tu découvert l'existence de cette maison ?» Je dois vous raconter le pire dîner du dimanche de ma vie. En fait, non, rayez ça. C'était le meilleur dîner du dimanche de ma vie. Je ne le savais simplement pas encore. Je m'appelle Richard. J'ai 38 ans et je dirige une petite entreprise d'électricité générale à Columbus, dans l'Ohio. Principalement des chantiers commerciaux. Aménagement de bureaux, rénovation de restaurants, et de temps en temps, un entrepôt. Rien de très glamour, mais les comptes sont solides. Et j'ai une équipe de 6 gars qui sont ponctuels et qui ne bâclent pas le travail. J'ai bâti Callaway Electric à partir d'une camionnette et d'une boîte à outils, et j'en suis fier. Ma femme, Megan, vous raconterait une histoire différente. Si vous demandiez à Megan, elle dirait que je suis un type qui a atteint son apogée à l'école technique et qui a eu de la chance avec quelques contrats. Elle dirait que c'est son travail de commercial dans l'industrie pharmaceutique qui nous maintenait à flot. Elle le dirait avec ce sourire si particulier, celui où ses lèvres se retroussent mais ses yeux restent sans expression, comme si elle expliquait quelque chose d'évident à quelqu'un qui devrait vraiment déjà avoir compris. Nous sommes mariés depuis 9 ans. Et quelque part autour de la 5e année, Megan a commencé à réécrire l'histoire. Pas d'un seul coup. C'était progressif, comme l'eau qui érode la pierre. Un commentaire par-ci sur à quel point les fins de mois seraient difficiles sans sa prime. Une blague par-là sur le fait qu'elle avait épousé un homme avec des callosités au lieu d'un diplôme universitaire. Sa famille buvait ses paroles. Les puits ont toujours fonctionné sur un système de valeurs simples, votre valeur se mesure à votre salaire. Son père, Don, a été directeur de banque de niveau intermédiaire pendant 30 ans, et il en parlait comme s'il avait dirigé Goldman Sachs. Sa mère, Gail, traitait chaque réunion de famille comme un conseil d'administration où Megan était l'oratrice principale, et son frère, Tyler. Eh bien, Tyler était le genre de type qui chercherait votre fourchette de salaire sur Google avant de décider de vous serrer la main. Je tolérais ça. C'est de ma faute. Je me disais que c'était juste leur façon de parler, que Megan ne le pensait pas vraiment. Que les actes comptaient plus que les mots. Erreur classique. Bref, ce dîner du dimanche, nous étions chez Don et Gail. Leur salle à manger a cette immense table en chêne qui peut accueillir 10 personnes. Et Don s'assoit toujours en bout de table, comme s'il présidait un tribunal. Gail avait préparé un rôti de bœuf. Tyler et sa femme, Becky, étaient là. J'en étais à ma 2e assiette quand Megan a posé sa fourchette, a pris son verre de vin et s'est éclairci la gorge. Alors, j'ai quelque chose à dire à tout le monde. J'ai levé les yeux. Elle était debout. Oui, elle s'était levée de sa chaise lors d'un dîner de famille, comme si elle portait un toast à un gala. J'y pense depuis un moment, a-t-elle dit. Et j'ai décidé que j'en ai finalement assez de prendre Richard en charge. Silence de mort pendant environ 2 secondes. Puis, Don a hoché la tête, comme si elle venait d'annoncer un investissement judicieux. Il était temps, ma chérie, a dit Gail. Megan m'a regardé droit dans les yeux. Peut-être que maintenant, tu apprendras ce qui arrive quand on perd la personne qui paie pour ta vie. Tyler a levé son verre vers Megan. Il l'a vraiment dit, et ils ont bu. Gail, Don, Tyler, tous. Becky tenait son verre mais n'a pas bu. J'ai remarqué. J'étais assis là, avec du rôti dans mon assiette, et 4 personnes trinquant à ma femme pour m'avoir publiquement largué. Et voilà ce qui m'a surpris moi-même, je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais en train de faire des calculs, parce que quelque chose que Megan avait dit 3 semaines plus tôt me trottait dans la tête. Et à ce moment-là, assis à cette table en chêne pendant que sa famille célébrait, ça a finalement fait tilt. Vous voyez, 3 semaines avant le dîner, j'étais dans mon bureau à la maison, en train de passer en revue les chiffres trimestriels avec mon comptable, Frank. Frank MOS s'occupe de ma comptabilité depuis 6 ans. Il ne rate jamais une virgule. Nous étions en train de rapprocher les revenus de toutes les sources, et Frank a mentionné le bien locatif. Je devrais expliquer cette partie. Mon oncle Dal est décédé il y a environ 18 mois. Un homme bon.
Il a travaillé pour le compter toute sa vie. Jamais marié, il vivait simplement. Il m'a laissé une maison à Grandview Heights. Un quartier sympa, une propriété solide, une maison de style colonial avec 3 chambres, valant probablement 425 000 $ sur le marché actuel. J'ai décidé de la louer plutôt que de la vendre. Et comme j'étais submergé par un énorme contrat commercial à l'époque, j'ai demandé à Megan de s'occuper de la logistique de la location, trouver des locataires, coordonner avec le gestionnaire immobilier, percevoir le loyer. Elle a accepté. Elle semblait même presque enthousiaste. À l'époque, je pensais qu'elle cherchait juste à me soutenir. Frank regardait la feuille de calcul et il a dit, « Riche, où va le revenu locatif ?» J'ai répondu, « Il devrait aller sur notre compte joint. » Il a secoué la tête. J'ai 8 mois de relevé ici. Aucun dépôt ne correspond à un paiement de loyer. Ni sur le compte joint, ni sur le compte de l'entreprise. Je lui ai dit que j'allais vérifier. Ce soir-là, j'ai posé la question à Megan. De manière décontractée. J'ai juste dit que Frank avait remarqué que les revenus locatifs n'apparaissaient pas sur nos comptes et j'ai demandé où ils allaient. Elle n'a pas hésité une seconde. J'ai ouvert un compte séparé pour ça. Pour les dépenses de la propriété, l'entretien, ce genre de choses. C'est plus facile à suivre comme ça. J'ai dit, d'accord. Mais quelque chose dans sa façon de le dire m'a dérangé. C'était trop fluide, trop répété, comme si elle attendait cette question. Donc, j'étais assis à cette table de dîner, regardant ma femme trinquer à sa propre gloire pour m'avoir pris en charge. Et je pensais à 2200 $ de loyer par mois qui allaient sur un compte que je n'avais jamais vu, pour une propriété qui m'appartenait. J'ai attendu qu'ils reposent leur verre. J'ai attendu que l'autosatisfaction s'installe dans ce silence béat. Puis j'ai dit, Megan, une petite question. Pourquoi perçois-tu un loyer depuis 8 mois sur une propriété qui ne t'appartient pas? Le silence est tombé sur la table. Pas le silence poli. Le genre de silence où l'on peut entendre les glaçons bouger dans le verre d'eau de quelqu'un. Le sourire de Megan ne s'est pas effacé. Il s'est figé, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur son visage. Quoi, a-t-elle dit? La maison de Grandview. La maison de l'oncle Dal. Celle qui est à mon nom. Tu perçois 2200 $ par mois des locataires. Ça fait 8 mois, donc environ 17 600 $. Où est cet argent? Don a posé sa fourchette. Tyler s'est arrêté de mâcher. Gail a regardé Megan comme si elle attendait que la bonne réponse soit livrée. Megan s'est légèrement penchée vers moi et a murmuré, « Comment as-tu découvert l'existence de cette maison ?» Et c'est là que j'ai su. Elle n'a pas dit, « De quoi tu parles ?» Elle n'a pas dit, « Cet argent est sur le compte d'entretien. » Elle a dit, « Comment as-tu découvert ?» Comme si la maison était un secret. Comme si une propriété que j'avais héritée de mon propre oncle, avec mon nom sur l'acte de propriété, était quelque chose qu'elle avait caché. J'ai reculé ma chaise, j'ai plié ma serviette et je me suis levé. Merci pour le dîner, Gail. Le rôti était excellent. Je suis sorti. Personne ne m'a suivi. Je suis resté assis dans ma camionnette, dans l'allée, pendant environ 10 minutes, juste à respirer. Mes mains ne tremblaient pas, mais elles en avaient envie. Je pouvais sentir l'adrénaline juste à la surface. Ce que je ne savais pas encore, ce que je n'allais découvrir qu'une semaine plus tard, c'était que l'argent du loyer manquant n'était que la plus petite partie des agissements de Megan. Et le dîner du dimanche n'était pas une annonce spontanée. C'était le premier coup d'un plan qu'elle élaborait depuis des mois. J'ai roulé pendant environ 1 heure après avoir quitté ce dîner. Sans destination, juste les rues secondaires de Columbus et le faible bourdonnement du moteur. Je n'arrêtais pas de rejouer le murmure de Megan, « Comment as-tu découvert l'existence de cette maison ?» Pas les mots eux-mêmes, mais le ton. Il y avait de la peur, bien sûr. Mais sous la peur, il y avait quelque chose de pire, de l'irritation. Comme si j'avais enfreint une règle en posant la question. Quand je suis finalement rentré chez moi, Megan était déjà là. Elle était assise sur le canapé, sans ses chaussures, faisant défiler son téléphone comme si de rien n'était. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. C'était vraiment embarrassant, Richard. Je suis resté dans l'embrasure de la porte du salon. Quelle partie? La partie où tu as dit à ta famille que tu me prenais en charge, ou la partie où j'ai posé des questions sur l'argent du loyer?
Elle a posé son téléphone. Tu m'as pris en embuscade devant mes parents. Tu as annoncé que tu en avais fini avec notre mariage devant tes parents, avec un toast. C'est différent. En quoi? Elle a croisé les bras. Parce que j'essayais d'avoir une conversation honnête avec ma famille sur où j'en suis dans ma vie. Et tu as transformé ça en une sorte d'interrogatoire sur une maison. J'ai remarqué qu'elle disait « une maison », pas « ta maison » ou « la maison de l'oncle Dal ». Une maison. Comme si c'était un concept abstrait, et non une propriété avec mon nom sur l'acte. Mégane, où est l'argent du loyer? Je te l'ai déjà dit. Il est sur un compte séparé pour les dépenses de la propriété. Montre-le-moi. Elle m'a fixé pendant un long moment. Puis elle a dit, je n'ai rien à te montrer. Je gère cette propriété depuis plus d'1 an. Tu me l'as refilée parce que tu étais trop occupé avec ta petite entreprise pour t'en occuper. Et maintenant, tu veux m'auditer? Ma petite entreprise. Tu sais ce que je veux dire. Oui, j'ai dit. Je crois que oui. Je suis monté à l'étage. Elle n'a pas suivi. Je me suis assis sur le bord de notre lit et j'ai appelé Franck. J'ai besoin que tu sortes tout, lui ai-je dit. Tous les comptes au nom de Mégane que tu peux trouver. Relevé bancaire, relevé de carte de crédit, tout ce qui montre les mouvements d'argent des 18 derniers mois. Franck est resté silencieux une seconde. Tu es sûr de ça, riche? J'en suis sûr. Le lendemain matin, c'était lundi. Je suis allé à l'atelier tôt, avant que Mégane arrive. Je me suis assis à mon bureau dans l'arrière-boutique avec une tasse de café qui a refroidi pendant que je fixais le mur et que je faisais une liste. Pas sur papier, dans ma tête. Chaque fois que Mégane avait fait un commentaire sur l'argent. Chaque fois qu'elle avait dit à sa famille que j'avais des difficultés. Chaque fois qu'elle avait soupiré quand je mentionnais un nouveau contrat, comme si c'était un passe-temps plutôt qu'une entreprise. Puis j'ai appelé un ami de mon association professionnelle, un type nommé Elliot qui avait traversé un divorce difficile 3 ans auparavant. Je lui ai posé une seule question, qui était ton avocate? Heather Young, a-t-il dit. Elle te coûtera cher, mais elle ne perd jamais. J'ai appelé Heather cet après-midi-là. Elle avait un créneau le mercredi. Je l'ai pris. Mardi soir, Franck m'a envoyé un rapport préliminaire par email. Je l'ai ouvert à mon bureau, à la maison, pendant que Mégane était au téléphone dans la cuisine, riant de quelque chose avec sa mère. Le rapport faisait 4 pages. Je l'ai lu 2 fois. Mégane avait ouvert un compte courant personnel dans une caisse de crédit il y a 14 mois. Pas un compte joint, un compte individuel à son nom seul, dans une agence à l'autre bout de la ville de notre banque habituelle. Le revenu locatif, 2200 $ par mois, y avait été déposé chaque mois pendant 8 mois. Total, 17 600 $. Mais ce n'est pas ça qui m'a serré la poitrine. C'était les dépenses. Elle avait utilisé cet argent pour des dépenses personnelles, des vêtements, des visites au spa, un week-end de 3400 $ à Charleston avec son amie Liz, qu'elle m'avait décrit comme une conférence de travail. Elle avait également effectué 2 paiements totalisant 4500 $ à un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas. J'ai cherché le nom du cabinet. Droit de la famille, spécialisé en divorce et en partage des biens. Mégane avait engagé un avocat spécialisé en divorce. Avant le dîner du dimanche, avant le toast, avant tout ça. J'étais assis là, à regarder le nom de ce cabinet d'avocats sur le tableur de Franck, et j'ai compris quelque chose clairement pour la première fois. Le dîner, ce n'était pas Mégane qui était impulsive. Ce n'était pas elle qui était enfin honnête. C'était du théâtre. Elle l'avait mis en scène devant sa famille, spécifiquement, pour qu'il puisse plus tard témoigner que le mariage se détériorait, qu'elle avait été la principale contributrice financière, qu'elle était celle qui essayait de maintenir le tout. L'ensemble était chorégraphié. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis descendu. Mégane était toujours au téléphone. J'ai capté un fragment en passant devant la cuisine, non, maman. Il ne va rien faire. Il n'en a pas les moyens. Son entreprise perd de l'argent depuis 2 ans. J'ai continué à marcher, je suis allé au garage, j'ai ramassé une clé à molette et je l'ai serrée jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Puis je l'ai reposée, j'ai pris une grande inspiration et je suis retourné à l'intérieur. Voilà ce que vous devez comprendre à mon sujet. Je ne suis pas un type rancunier.
Je ne fantasme pas sur des confrontations dramatiques ou des discours au tribunal. Mais je suis un électricien. Et les électriciens sont méthodiques. Nous suivons les circuits. Nous trouvons où le courant passe et où il ne passe pas. Nous suivons le fil jusqu'à trouver la faille. Megan avait une faille. Elle ne pensait simplement pas que je prendrais la peine de la chercher. Mercredi matin, j'étais assis dans le bureau de Heather Young, dans un parc d'affaires près de Sawmill Road. Elle avait peut-être 50 ans, des cheveux courts, des lunettes de lecture sur une chaîne autour du cou. Elle avait un bloc-notes et un stylo, et elle a écouté sans m'interrompre pendant que je parlais pendant 20 minutes d'affilée. Quand j'ai eu fini, elle a enlevé ses lunettes et a dit « Votre femme a perçu un loyer sur une propriété qui ne lui appartient pas, l'a déposé sur un compte caché, l'a dépensé pour des frais personnels et a déjà engagé un avocat spécialisé en divorce. » Ai-je bien compris? C'est exact. Et sa famille croit qu'elle vous a soutenu financièrement. Ils ont trinqué en son honneur pour ça. Heather a presque souri. Avez-vous des documents sur les revenus de votre entreprise? Déclaration de revenus, compte de profit et pertes. 6 ans de documents. Mon comptable est méticuleux. Bien. Parce que ce que votre femme a raconté à sa famille n'est pas seulement un mensonge. C'est potentiellement une stratégie de litige. Si elle dépose la première une requête et prétend qu'elle était le principal soutien de famille qui a géré et entretenu le bien locatif, elle pourrait plaider pour une plus grande part des biens matrimoniaux, y compris cette maison. Peut-elle faire ça? Elle peut essayer. Les gens essaient toutes sortes de choses. Heather a repris son stylo. Voici ce que nous allons faire. Nous allons tout documenter. Le revenu locatif, le compte secret, les paiements à son avocat, vos finances d'entreprise réelles. Et nous allons le faire discrètement. Votre femme a une longueur d'avance. Nous devons combler l'écart sans lui faire savoir que nous sommes dans la course. J'ai hoché la tête. Encore une chose, a dit Heather. Connaissez-vous les locataires de la maison de Grandview? Les avez-vous déjà rencontrés? Non. Megan s'est occupée de tout. Je ne connais même pas leur nom. Heather a écrit quelque chose sur son bloc-notes et l'a entouré 2 fois. Nous devons régler ça. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas de la colère, pas de la tristesse. De la clarté. Comme si j'avais louché sur un schéma flou et que quelqu'un m'avait enfin tendu la bonne paire de lunettes. Megan m'a envoyé un texto vers 17h. Dîner avec Tyler et Becky ce soir. Sois prêt pour 18h. J'ai répondu, bien sûr. Parce que voilà le truc quand on suit un circuit. On n'arrache pas le fil dès qu'on trouve le problème. On cartographie d'abord tout le système. On découvre ce qui est connecté à quoi. Et ensuite, seulement quand on a une vue d'ensemble, on coupe le courant. Je n'étais pas du tout près de couper le courant. Mais j'avais trouvé la première mauvaise connexion. Et Megan n'avait aucune idée que j'étais même en train de chercher. Les 3 semaines suivantes furent les plus étranges de mon mariage. En surface, rien n'a changé. Megan et moi dînions encore ensemble la plupart des soirs. Elle parlait toujours de ses chiffres de vente. Je rentrais toujours à la maison en sentant le conduit et les boîtes de jonction. Nous nous déplacions l'un autour de l'autre comme 2 personnes partageant une salle d'attente, polie et vide. En coulisses, je travaillais. Heather m'avait donné une liste de contrôle. Rien de spectaculaire. Pas de jeu d'espionnage, pas de caméra cachée. Juste de la documentation. Elle voulait les relevés bancaires, les déclarations de revenus, les registres de paiement de l'hypothèque, l'acte de propriété de la maison de Grandview, le testament de l'oncle Dal, et chaque morceau de papier qui montrait qui payait réellement quoi dans notre mariage. J'ai commencé à tout rassembler méthodiquement. 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Généralement après que Megan se soit endormie. Je gardais tout dans un tiroir verrouillé de mon bureau à l'atelier. Frank a effectué une comparaison financière complète. Le revenu de notre ménage des 3 dernières années, ventilé par source. Les chiffres racontaient une histoire qui aurait fait s'étouffer la famille de Megan avec leur rôti. Mon entreprise avait généré un bénéfice net de 187 000 $ l'année dernière, après déduction des dépenses. Le travail de Megan dans la vente pharmaceutique lui rapportait 94 000 $, commission comprise. J'avais gagné presque exactement le double de son revenu.
Et j'avais payé l'hypothèque, les 2 mensualités de voiture et les primes d'assurance depuis mon compte professionnel pendant tout ce temps. Les contributions de Meghan à nos dépenses communes se limitaient aux courses et à ses propres factures de carte de crédit. Tout ce qu'elle avait dit à sa famille était à l'envers. Mais la propriété locative était le vrai problème. Heather me l'a expliqué dans son bureau la semaine suivante, en tapotant son stylo contre son bloc-notes. Votre femme s'est présentée au locataire comme la propriétaire du bien. Elle a perçu le loyer en son nom propre et l'a déposé sur un compte qu'elle seule contrôle. Ce n'est pas une erreur de comptabilité, Richard. C'est de la fraude. Et selon ce qu'elle a dit au locataire sur les termes du bail, il pourrait y avoir une responsabilité supplémentaire. De quoi avez-vous besoin de ma part? J'ai besoin de parler au locataire. Ce samedi-là, je me suis rendu à la maison de Grandview pour la première fois depuis les funérailles de l'oncle Dal. C'est un bel endroit. Revêtement jaune, porche couvert, un chêne dans le jardin de devant que Dal a planté quand il l'a acheté en 1991. Je suis resté assis dans ma camionnette quelques minutes, juste à la regarder. Puis je me suis approché et j'ai frappé. Carlos Whitfield a ouvert la porte, la trentaine, un visage amical, un peu confus de voir un étranger sur son porche. Sa femme, Donna, est apparue derrière lui, tenant une tasse de café. « Bonjour », j'ai dit. « Je m'appelle Richard Callaway. Je suis le propriétaire de cette propriété. » Carlos a regardé Donna. Donna a regardé Carlos. « Je pensais que Meghan était la propriétaire », a dit Carlos. « Meghan est ma femme. Elle a géré la propriété pour moi, mais la maison est à mon nom. Je l'ai héritée de mon oncle. » Carlos s'est appuyé contre le cadre de la porte. « Elle ne vous a jamais mentionné. Elle a signé le bail en tant que propriétaire. Nous lui envoyons directement les chèques de loyer. » Je sais. C'est justement de ça que je voulais vous parler. Nous nous sommes assis sur le porche. Je leur ai raconté les bases, sans entrer dans les détails du divorce. Je leur ai montré une copie de l'acte de propriété sur mon téléphone. Carlos a sorti ses relevés bancaires et m'a montré les chèques encaissés, tous à l'ordre de Meghan Callaway, tous déposés sur le compte de la caisse de crédit. Donna est rentrée et est revenue avec leur bail. Meghan l'avait signé en tant que propriétaire bailleur. J'ai pris des photos de tout. Carlos et Donna étaient plus confus qu'en colère, ce que je comprenais. Ils avaient payé leur loyer à temps. La maison était bien entretenue et, pour autant qu'ils le sachent, tout était légitime. Je leur ai dit que leur location était sûre et que rien n'allait changer pour eux. Je leur ai donné mon numéro de téléphone et leur ai demandé de me contacter directement à l'avenir. Une dernière chose, j'ai dit en partant. Est-ce que Meghan a mentionné quelque chose à propos de la vente de la maison ou de la modification des conditions du bail? Carlos a jeté un coup d'œil à Donna. Elle a légèrement hoché la tête. En fait, oui, a-t-il dit. Il y a environ un mois, elle a mentionné que la propriété pourrait bientôt être mise sur le marché. Elle a dit que nous devrions peut-être commencer à chercher un nouvel endroit d'ici le printemps. Je les ai remerciés et je suis rentré chez moi. Meghan prévoyait de vendre la maison. Une maison qui ne lui appartenait pas, tout en disant simultanément à un avocat spécialisé en divorce que c'était un bien matrimonial qu'elle avait géré et entretenu. L'audace était presque impressionnante. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai joué le rôle du mari ignorant avec un enthousiasme qui m'a moi-même surpris. Je me suis présenté à un dîner chez les Puy, dont a passé 20 minutes à expliquer le fonctionnement des obligations municipales, ce que je comprenais déjà car mon comptable m'y avait investi il y a 3 ans. Tyler m'a demandé comment allait mon business de bricolage. J'ai dit que ça allait bien et j'ai passé le sel. Meghan m'observait pendant ces dîners, pas avec suspicion, mais plutôt comme une scientifique observant une expérience. Elle attendait que je craque, que je reparle du dîner du dimanche, que je commence une dispute. Je ne l'ai pas fait. J'ai interrogé Gail sur son jardin. J'ai complimenté le vin. J'étais la version la plus agréable de moi-même que j'ai jamais été. Et je pouvais dire que ça rendait Meghan légèrement folle, parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre ce que je faisais. La réponse était « rien ». Du moins, rien qu'elle ne puisse voir. En coulisses, Heather montait le dossier. Elle avait l'analyse financière de Frank. Elle avait les entretiens avec les locataires. Elle avait des copies des relevés du compte secret que Frank avait retrouvés via la caisse de crédit.
Et elle avait quelque chose que je n'avais pas prévu. Richard, j'ai consulté les registres de dépôt au palais de justice du comté, m'a dit Heather au téléphone un jeudi soir. L'avocat de votre femme a rédigé une requête en divorce il y a 3 mois. Elle n'a pas encore été déposée, mais j'ai pu jeter un œil aux déclarations préliminaires de patrimoine. Elle s'est déclarée comme étant le principal soutien de famille. Elle a décrit votre entreprise comme étant sous-performante avec des revenus irréguliers. Elle a inscrit la propriété de Grandview comme un bien matrimonial qu'elle a géré, entretenu et dont elle a tiré des revenus. Et elle a demandé la jouissance principale du domicile conjugal. J'étais assis dans ma camionnette, sur le parking d'un fournisseur. Un gars chargeait du fil de cuivre dans une camionnette à 2 places de là. Un mardi après-midi normal, et ma femme avait rédigé un document juridique qui était essentiellement une œuvre de fiction. Peut-elle s'en sortir avec ça? Pas avec ce que nous avons. Ses propres relevés bancaires contredisent tout ce qui se trouve dans cette requête. Vos déclarations de revenus la contredisent. Les locataires la contredisent. L'acte de propriété la contredit. Heather a fait une pause. Mais voici la chose importante. Elle ne sait pas que nous avons tout ça en ce moment. Elle pense être la seule à avoir un avocat. Elle pense que vous êtes toujours le gars qui n'a pas remarqué que 17 600 $ avaient disparu. Alors, quel est le plan? Nous la laissons déposer sa requête en premier. Laissons-la consigner ses fausses déclarations dans les archives. Et ensuite, nous répondons avec la vérité. Ça semble risqué. C'est stratégique. Si elle dépose une requête pleine de mensonges prouvables, et que nous arrivons avec des documents qui démolissent chaque affirmation, cela détruit sa crédibilité auprès du tribunal. Les juges n'aiment pas qu'on leur mente, Richard. Ils n'aiment vraiment pas ça. J'ai réfléchi à ça 1 minute. Le gars avec le fil de cuivre a fermé sa camionnette et est parti. D'accord, j'ai dit. Nous attendons. Ce week-end-là, Megan m'a dit qu'elle avait été invitée à une retraite spa avec son amie Liz. 3 jours à Hilton Head. Elle avait déjà réservé. Ça a l'air sympa, j'ai dit. Tu mérites une pause. Elle a légèrement penché la tête, comme si elle essayait de savoir si j'étais sarcastique. Je ne l'étais pas. J'espérais sincèrement qu'elle en profiterait, car à son retour, j'aurais la dernière pièce de documentation dont j'avais besoin. Et puis, il ne resterait plus qu'à attendre. Megan s'est envolée pour Hilton Head un vendredi matin. Elle m'a embrassé sur la joue à la porte et m'a dit de ne pas oublier d'arroser ses plantes. Je n'oublierai pas, j'ai dit. Elle a souri. Elle avait l'air confiante, détendue, même, comme quelqu'un qui avait déjà gagné et qui attendait juste la cérémonie de remise des trophées. Je lui ai fait signe depuis le porche jusqu'à ce que son VTC s'éloigne. Puis je suis rentré, je me suis versé une tasse de café et j'ai appelé Heather. Elle est partie pour le week-end. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Rien, a dit Heather. Tout est en place. Maintenant, nous attendons juste qu'elle fasse son coup. J'ai bu mon café, j'ai arrosé ses plantes, et j'ai attendu. Megan est rentrée de Hilton Head un dimanche soir, bronzée et détendue, portant un sac d'une boutique dont je n'avais jamais entendu parler. Elle était de bonne humeur. Elle m'a parlé de l'océan, de la nourriture, de comment Liz avait pris un coup de soleil le premier jour et avait passé le reste du voyage à se plaindre. Elle était bavarde, presque chaleureuse. Cela me rappelait comment elle était il y a des années, avant que les commentaires incessants sur mes revenus ne deviennent le bruit de fond de notre maison. Pendant une seconde, juste une seconde, j'ai ressenti quelque chose de proche du deuil. Pas pour le mariage, exactement, mais pour la version d'elle que j'avais épousée. Celle qui s'asseyait dans ma camionnette pendant que je faisais des devis, me posant des questions sur les charges d'ampérage comme si c'était un jeu télévisé. Cette personne était encore là, quelque part, enfouie sous des couches de ressentiment et le tableau de bord de sa famille. Mais ensuite, elle a vérifié son téléphone, et son visage a fait cette chose, ce frémissement de concentration privée, comme si elle lisait quelque chose qu'elle ne voulait pas que je voie. Elle a orienté l'écran loin de moi et est montée à l'étage sans un autre mot. Le jeudi suivant, j'étais sur un chantier à Worthington quand Heather a appelé. Elle a déposé sa requête ce matin. Je me suis éloigné du panneau que j'étais en train de câbler et j'ai marché jusqu'au bout du parking. Déjà? Requête en dissolution de mariage. Déposée au palais de justice du comté de Franklin à 9h15 ce matin. J'en ai une copie.
Qu'est-ce qu'il y a dedans? Heather m'a lu les points saillants, bien que j'ai déjà eu un aperçu. Meghan se déclarait comme le principal soutien financier. Elle qualifiait mon entreprise d'opération artisanale à petite échelle avec des revenus en baisse. Elle inscrivait la propriété locative de Grandview comme un bien matrimonial et notait qu'elle avait exclusivement géré la propriété, maintenu la relation bailleur-locataire et dirigé tous les revenus locatifs. Elle demandait le domicile conjugal, une pension alimentaire et une division équitable de tous les biens, y compris la propriété locative. Il y avait un nouveau détail que je n'avais pas prévu. Elle avait affirmé que j'avais été émotionnellement distant et financièrement secret, et que mon refus de contribuer de manière significative aux dépenses du ménage avait provoqué la rupture du mariage. Financièrement secret? C'était la meilleure. La femme avec un compte bancaire caché m'accusait d'être financièrement secret. Quel est notre calendrier? J'ai demandé. Vous recevrez la signification dans la semaine. Quand ce sera le cas, ne réagissez pas, signez l'accusé de réception, remettez-le-moi, et nous déposerons notre réponse. Je l'ai déjà rédigé. Quelle est la longueur de la réponse? 42 pages, pièces jointes incluses. J'ai presque ri. 42 pages de reçu. Chaque paiement d'hypothèque depuis mon compte professionnel. Chaque déclaration de revenus montrant mes revenus par rapport aux siens. Les déclarations des locataires. Les relevés de la caisse de crédit. L'analyse médico-légale de Frank sur où chaque dollar du loyer est étalé, y compris le voyage à Charleston et les 2 paiements à son avocat spécialisé en divorce, effectués avec mes revenus locatifs volés. L'acte de propriété de la maison de Grandview. Le testament de l'oncle Dal. Heather avait assemblé tout cela comme un dossier d'instruction, ce qui, je suppose, était le cas. J'ai été signifié un lundi soir. Un huissier est venu à la maison pendant que Meghan était à une réunion de vente. J'ai signé sur le porche, remercié le type et posé l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Quand Meghan est rentrée, elle l'a vu poser là. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce que c'est? Les papiers du divorce, j'ai dit. Je mangeais des restes de pâtes à table. Tu as déposé ta requête jeudi. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis s'est approchée et a pris l'enveloppe comme si elle pouvait la mordre. J'allais t'en parler. Après avoir déposé la requête. Je voulais le faire de la bonne manière. La bonne manière aurait été une conversation, Meghan, pas un dépôt au tribunal et un huissier. Elle s'est assise en face de moi. Elle avait encore son manteau. Richard, ce mariage ne fonctionne pas. Tu le sais. Je sais. Alors, pourquoi agis-tu comme si j'avais fait quelque chose de mal? J'ai posé ma fourchette. Je n'agis comme rien du tout. Tu as demandé le divorce. J'ai été signifié. J'ai accusé réception. Mon avocate déposera une réponse. Elle s'est figée. Ton avocate? Oui. Tu as une avocate? Tu pensais que je n'en aurais pas. Quelque chose a changé derrière ses yeux. C'était subtil, mais je l'observais attentivement depuis des semaines, et je l'ai remarqué. Elle ne s'y attendait pas. Dans sa version de l'histoire, j'étais censé être pris au dépourvu. J'étais censé m'agiter, peut-être supplier, peut-être partir en claquant la porte et refuser de coopérer. Quoi qu'il en soit, elle avait prévu un Richard qui n'était pas préparé et qui était émotif. Elle n'avait pas prévu un Richard qui était déjà assis à table, une fourchette à la main et une avocate sous le coude. « Qui est ton avocate ?» a-t-elle demandé. Heather Young. Le visage de Meghan a changé. Pas de façon spectaculaire, juste un léger resserrement autour de la mâchoire, comme si elle avait mordu dans quelque chose d'acide. Elle connaissait le nom. Dans les cercles du droit de la famille de Columbus, tout le monde connaissait le nom. Je pense que nous pouvons gérer ça sans que ça devienne moche, a dit Meghan, prudemment. Je suis d'accord. Bien. Elle s'est levée. Je demanderai à mon avocat de contacter la tienne. Parfait. Elle est montée à l'étage. J'ai entendu la porte de la chambre se fermer. Puis, très faiblement, je l'ai entendue au téléphone. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le ton était sans équivoque, rapide, sec et inquiet. Les 10 jours suivants furent les plus calmes de notre mariage. Meghan a cessé de faire des commentaires sur mes revenus.
Elle a cessé d'appeler mon entreprise « le truc de bricolage ». Elle était polie, presque prudente, comme si elle réalisait soudain que tout ce qu'elle disait pourrait se retrouver dans un document juridique. Ce qui pourrait être le cas. J'avais commencé à tenir un journal, juste des dates et des citations. Un conseil de Heather. Puis Heather a appelé et m'a dit que c'était le moment. J'ai déposé notre réponse ce matin, a-t-elle dit, y compris la demande reconventionnelle pour détournement de revenus locatifs et fausse déclaration de propriété d'un bien. Son avocat va la recevoir cet après-midi. Qu'est-ce qui va se passer quand elle la lira? Elle va réaliser que chaque affirmation de sa requête originale est contredite par des preuves documentaires. Et elle va réaliser que nous savons pour le compte de la caisse de crédit, les paiements de loyer, le bail qu'elle a signé en tant que propriétaire, et le fait qu'elle a financé son propre avocat spécialisé en divorce avec les revenus de votre propriété. J'étais à nouveau assis dans ma camionnette. On dirait que j'étais toujours dans ma camionnette pour les grands moments. Va-t-elle avoir des ennuis judiciaires? De vrais ennuis criminels. Cela dépend si vous voulez poursuivre. La perception du loyer pourrait être qualifiée de vol par tromperie, mais c'est une autre conversation. Pour l'instant, la priorité est le règlement du divorce. D'accord. Encore une chose, Richard. Les locataires, Carlos et Donna, ont fourni des déclarations écrites confirmant que Megan s'est présentée comme la propriétaire et qu'ils n'ont jamais été informés de votre existence. Ce sera très persuasif pour un juge. J'ai remercié Heather et j'ai raccroché. Je suis resté assis dans la camionnette un moment, à regarder le soleil se coucher derrière un centre commercial. Il y avait une sandwicherie, un pressing et un magasin de store à prix réduit. La vie normale qui suivait son cours pendant que la mienne se réorganisait. Mon téléphone a vibré. Un texto de Megan. Il faut qu'on parle ce soir. C'est important. J'ai regardé ces mots pendant un long moment. Puis j'ai répondu, je serai à la maison pour 19h. Je suis sorti du parking. La radio jouait quelque chose que je ne reconnaissais pas. Je l'ai éteinte et j'ai conduit en silence. Quoi que Megan veuille dire ce soir, elle allait le dire en tant que femme dont toute la stratégie juridique venait d'être démantelée par 42 pages de ses propres dossiers financiers. Elle ne savait juste pas encore que je savais qu'elle ne savait pas. En fait, vous savez quoi? Cette phrase m'a un peu échappé. Disons-le simplement, le jeu auquel Megan pensait jouer était déjà terminé. Elle n'avait juste pas encore reçu le score final. Je suis rentré à la maison à 19h, comme je l'avais dit. Megan était à l'îlot de la cuisine avec un verre de vin, et elle avait clairement pleuré. Pas le genre de pleurs dramatiques, le genre silencieux où la preuve réside juste dans des yeux gonflés et un mouchoir froissé sur le comptoir. « Assieds-toi » a-t-elle dit. Je me suis assis. Mon avocat m'a appelé cet après-midi. Sa voix était contrôlée, mais il y avait un tremblement en dessous, comme un fil sous trop de tension. Il a reçu ta réponse. D'accord. Richard, tu as fouillé dans mes comptes bancaires. Mon comptable a identifié des revenus locatifs manquants de ma propriété. L'enquête a suivi à partir de là. Elle a tressailli au mot « ma ». Pas « notre », pas « la », ma propriété. J'allais te parler de cet argent. Quand? Je ne sais pas. J'allais le faire. Elle a bu une gorgée de vin. Sa main était stable, mais sa mâchoire était crispée. Je ne te volais pas, Richard. Je gérais la propriété. J'ai fourni du travail. Je me suis occupé des locataires. J'ai coordonné les réparations. J'ai géré le bail. Cet argent était une compensation pour mon temps. Une compensation que tu as fixée toi-même, déposée sur un compte secret et que tu ne m'as jamais divulgué. Ce n'était pas secret. C'était séparé. Tu as dit au locataire que tu étais la propriétaire. Elle n'a pas répondu à celle-là. Elle m'a juste regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur elle auparavant. Ce n'était ni de la colère ni du défi. C'était le visage de quelqu'un qui réalise que le sol sur lequel il se tient n'est pas solide. Que veux-tu, Richard? Je veux un divorce équitable. Je veux que la maison de Grandview soit exclue des biens matrimoniaux parce que c'est mon héritage, et tu le sais. Je veux que les 17 600 $ de loyer détourné soient restitués. Et je veux que ta requête soit modifiée pour refléter la réalité financière de notre mariage. Tu veux que j'admette que j'ai menti?
Je veux que tu arrêtes de mentir. Il y a une différence. Elle a posé son verre si fort que le vin a débordé. Tu te crois si malin, n'est-ce pas? Assis ici avec ton comptable et ton avocate et ton petit dossier de reçu. Tu as planifié ça. J'ai réagi à ce que tu as fait. Il y a une différence là aussi. Elle s'est levée. Je t'ai donné 9 ans, Richard. 9 ans de ma vie avec un homme qui pense que câbler un bâtiment, c'est la même chose qu'avoir une carrière. Ma famille avait raison sur toi. Ta famille a trinqué à l'annonce de ton intention de divorcer. Je pense que le jugement de ta famille parle de lui-même. Elle a quitté la pièce. J'ai entendu la porte de la chambre claquer. J'ai nettoyé le vin qu'elle avait renversé, rincé son verre et dormi dans la chambre d'amis. Les 6 semaines suivantes ont été gérées presque entièrement par les avocats. Heather a été chirurgicale. Elle a présenté nos preuves financières dans une réponse qui donnait l'impression que la requête initiale de Meghan avait été écrite sur un mariage complètement différent. Le juge qui examinait les documents préliminaires a ordonné une procédure de divulgation financière, ce qui signifiait que les deux parties devaient tout mettre sur la table. C'est là que ça a commencé à devenir inconfortable pour Meghan, car le « tout » incluait son compte à la caisse de crédit, ses relevés de carte de crédit, ses messages textes concernant la propriété, et le bail qu'elle avait signé en prétendant être la propriétaire. Son avocat a tenté de faire valoir que le revenu locatif était une compensation légitime pour des services de gestion immobilière. Le juge a posé une question simple, avait-il un accord écrit entre les parties pour une compensation de gestion immobilière? Il n'y en avait pas. Parce qu'on ne rédige pas un accord de compensation pour gérer la propriété héritée de son propre mari, pour ensuite cacher les paiements. Ce n'est pas de la gestion. C'est autre chose. Le divorce a été réglé 4 mois après le dépôt de la requête par Meghan. Voici ce qui s'est passé, la maison de Grandview a été classée comme propriété distincte de Richard. Biens hérités non soumis à la division équitable. Meghan a été condamnée à restituer 17 600 $ de revenus locatifs détournés, plus les intérêts. Son affirmation d'être le principal soutien de famille a été rejetée après que le tribunal a examiné 3 ans de déclaration de revenus montrant que je gagnais environ le double de son salaire. Elle n'a reçu aucune pension alimentaire. Le domicile conjugal a été vendu et les capitaux propres ont été partagés, bien que mes contributions hypothécaires documentées depuis mon compte professionnel aient abouti à une répartition de 60/40 en ma faveur. Les honoraires de son avocat, ceux qu'elle avait payés avec mes revenus locatifs, ont également été pris en compte dans le règlement. Je n'ai pas engagé de poursuite pénale. Heather m'a conseillé que je pouvais le faire, et elle a dit que le dossier était suffisamment solide pour que le procureur du comté s'en saisisse probablement. Vol par tromperie, potentiellement fraude. Mais j'y ai réfléchi pendant une semaine et j'ai décidé de ne pas le faire. Meghan avait perdu le divorce, perdu la maison qu'elle avait essayé de voler, perdu le récit qu'elle avait construit sur le fait de me prendre en charge. Un casier judiciaire en plus de cela m'a semblé être de la cruauté, et la cruauté ne m'intéresse pas. Je voulais juste en sortir proprement. La famille puis ne l'a pas bien pris. Je le sais parce que Becky, la femme de Tyler, m'a contacté environ 2 mois après le règlement. Elle m'a envoyé un message qui disait, et je paraphrase, « Je veux que tu saches que je n'ai jamais été d'accord avec la façon dont ils t'ont traité, et je suis désolé de ne pas avoir dit quelque chose plus tôt. » Je lui ai dit que j'appréciais, et je le pensais. Becky avait toujours été la plus silencieuse à ses dîners, celle qui ne trinquait pas. Je pense qu'elle avait tenu sa langue pendant des années, et voir tout s'effondrer lui a donné la permission d'arrêter. Tyler m'a appelé une fois, environ 3 mois après la finalisation du divorce. J'ai laissé sonner. Il a laissé un message qui était mi-excuse, mi-accusation. Quelque chose sur le fait que j'avais humilié Meghan et déchiré la famille. Je l'ai supprimé. On ne peut pas trinquer à l'humiliation publique de quelqu'un et ensuite se plaindre quand il se défend. De Don et Gail, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. C'était très bien comme ça. Meghan est retournée vivre chez ses parents pendant un certain temps, puis a pris un appartement à Dublin. J'ai entendu par des connaissances communes qu'elle avait commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau, un directeur régional pour une entreprise de fourniture médicale. J'espère qu'elle est heureuse. Je ne suis pas sarcastique. J'espère sincèrement qu'elle trouvera ce qu'elle cherchait, car ce n'était clairement pas ce que j'offrais. Quant à moi, je dirige toujours Callaway Electric.
Nous avons ajouté 2 autres gars à l'équipe le trimestre dernier et avons décroché un contrat avec une chaîne d'hôtels qui rénove 3 propriétés dans le centre de l'Ohio. L'argent est bon. Le travail est stable. Frank ne rate toujours pas une virgule. J'ai gardé la maison de Grandview. Carlos et Donald louent toujours, et j'ai augmenté leur loyer d'exactement $0. De bons locataires valent plus que des revenus marginaux. Je gère la propriété moi-même maintenant. Cela prend environ 2 heures par mois. Je vis dans un appartement de 2 chambres à Clintonville. C'est plus petit que la maison que Megan et moi partagions, mais c'est à moi d'une manière qui compte. Pas de tableau de bord, pas de public qui évalue ma valeur autour d'un rôti de bœuf. Je rentre chez moi. Je cuisine quelque chose de simple. Je m'assois sur la terrasse arrière et j'écoute le quartier s'installer dans le soir. La semaine dernière, j'étais à la quincaillerie pour acheter des serre-fils et j'ai croisé un gars avec qui je travaillais il y a des années. Il m'a demandé comment j'allais et j'ai dit « bien ». Il a dit que j'avais l'air plus léger. Je lui ai dit que j'avais perdu environ 145 livres récemment. Il a commencé à me poser des questions sur mon régime. Puis il a compris. Je suis rentré en voiture avec les fenêtres baissées, et j'ai pensé à ce dîner du dimanche. Le toast, le ricanement, Megan se levant pour annoncer qu'elle en avait assez de me prendre en charge. Elle ne m'a jamais pris en charge. Elle se tenait sur mes épaules et disait à tout le monde qu'elle était grande. Mais je ne suis plus en colère à ce sujet. C'est la partie qui m'a le plus surpris. La colère s'est dissipée quelque part pendant ces semaines de collecte de relevés bancaires, de rendez-vous dans le bureau de Heather et d'arrosage des plantes de Megan pendant qu'elle était à Hilton et en train de dépenser mon argent. Ce qui l'a remplacé, ce n'était ni la satisfaction ni la vengeance. C'était quelque chose de plus calme que ça. Je pense que c'était juste la paix. Et la paix, il s'avère, vaut bien plus que d'avoir raison.